Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Comtois. Nicolas Comtois est docteur en philosophie et chercheur à l'École pratique des hautes études en philosophie antique. Il est l'auteur du livre Apprendre à lire, l'art de l'interprétation chez Pierre Hadot, dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons parler de comment est-ce que Pierre Hadot nous apprend à interpréter les textes, notamment stoïciens. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. J'ai été capturé par les explications de Nicolas Comtois et on apprend une toute autre dimension de comment lire les stoïciens comme Marc Aurèle, ce qui va, peut-être comme pour moi, vous pousser à replonger dans les textes qu'on a peut-être mal lus jusqu'ici. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Comtois, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous? Très très bien, très très bien. Je suis très heureux de vous recevoir car il me semble que vous êtes un spécialiste de Pierre Hadot et vous savez que Pierre Hadot est très important et très populaire chez Stoa Gallica. C'est quelqu'un que beaucoup des membres ont lu et personnellement, c'était la lecture de Qu'est-ce que la philosophie antique m'a fait entrer dans ce monde de la philosophie antique et des écoles philosophiques qui était extraordinaire pour moi. Écoutez, je suis ravi. En effet, j'ai fait, une thèse de doctorat, sur Pierre Hadot. Je ne pense pas que nous soyons, nombreux, encore à avoir fait, des thèses de doctorat sur Pierre Hadot, directement. Et je sais très bien, l'importance, qu'il a eue pour beaucoup de ceux qui s'intéressent aujourd'hui, au stoïcisme, avec Qu'est-ce que la philosophie antique sur les écoles de philosophie en général, et puis très certainement en ce qui concerne le stoïcisme avec la citadelle intérieure et en général ses travaux, sur l'empereur Marc Aurèle. Absolument, oui. Citadelle intérieure aussi, livre remarquable dont on aura probablement l'occasion de parler. Donc, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à Pierre Hadot? Oui, alors, écoutez, quand j'étais, au master, comme on dit en Europe, ou à la maîtrise, comme on dit, chez moi, j'ai travaillé sur Descartes. Et Mhm. j'ai travaillé sur les méditations métaphysiques de Descartes en m'intéressant à la notion même de méditation, à savoir pourquoi Descartes appelait son grand traité de métaphysique des méditations et quelle Mhm. importance ça avait pour la lecture de ce texte. Et au départ, je n'avais pas lu Pierre Hadot quand j'ai commencé ce travail et je m'y intéressais plutôt depuis l'horizon de la méditation dévotionnelle chrétienne et notamment les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, puisque Descartes a eu une Oui. éducation jésuite, comme on sait. Mais de fil en aiguille, j'ai compris qu'il y avait aussi une influence, des exercices spirituels plutôt antiques et je me suis, mis à lire, Pierre Hadot. Il y a les 2, hein, chez Descartes, il y a aussi l'influence plus directe, de la méditation telle qu'on la trouve, chez les jésuites et dans d'autres, traditions ou courants, de l'époque. Mais il y a aussi une conscience que, dans le stoïcisme, on a également des pratiques qu'on peut appeler des exercices, spirituels et qui ont à voir avec la méditation telle qu'on la pratique également dans le christianisme. Je pense qu'il y a une conscience de ça chez Descartes et je l'ai compris en lisant Pierre Hadot à un Mhm. moment donné de mon parcours. Et donc au doctorat, j'ai décidé de m'intéresser à Pierre Hadot directement. Il se trouve que j'ai fait ma thèse doctorale sous la direction d'un grand spécialiste d'herméneutique contemporaine qui s'appelle Jean Grondin, le biographe de Hans-Georg Gadamer, entre autres choses. Et en combinant, si vous voulez, ces deux influences, mon intérêt pour Pierre Hadot et les exercices spirituels de l'autre, et ce que j'apprenais sous la direction de Jean Grondin en ce qui concerne l'herméneutique contemporaine, j'ai pu euh, trouver un angle d'attaque dans l'œuvre de Pierre Hadot qui est précisément celui de l'herméneutique ou, pour le dire plus Mhm. simplement, de l'art de l'interprétation, Oui, ce qui a donné son titre à ma thèse, l'art de l'interprétation chez Pierre Hadot. c'est ça. Merci de préciser. L'herméneutique, c'est c'est comment est-ce qu'on interprète l'art ou la science d'interpréter des livres. C'est ça. Et par exemple, Au sens pour des premier, livres, oui, pour des livres religieux, on parle d'exégèse. Et c'est comment est-ce qu'on interprète un texte.
Oui, au sens premier, Ouais. c'est tout à fait ça. Hermeneuein en grec veut dire interpréter. Mm. Donc l'herméneutique techné en grec, la technique herméneutique, si vous voulez, c'est Mm. l'art de l'interprétation, littéralement, et ça a donné son nom, si vous voulez, à tout un courant en philosophie contemporaine issu de Heidegger, de Gadamer, représenté par Paul Ricoeur en langue française, par exemple. Hmm. C'est curieux, vous parlez de méditation de Descartes. Ça me rappelle qu'en anglais, le livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle, il est traduit en Meditations, enfin, les méditations de Marc Aurèle. Et d'ailleurs, dans des copies même anciennes, des traductions anciennes françaises, on peut trouver comme titre Les méditations de Marc Aurèle. Ça revient, voilà, cet exercice de méditation dont vous nous parlez, et du coup, ça attise beaucoup ma curiosité. Euh, euh, donc, dans votre livre, alors, vous parlez de Pierre Hadot, vous parlez d'une conversion à l'histoire de Pierre Hadot, chez Pierre Hadot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Oui, alors c'est quelque chose de très important dans sa trajectoire et qui, je pense, n'est pas toujours aperçu, même s'il en parle et que certains en ont effectivement parlé ou l'ont souligné. On associe Pierre Hadot directement à l'idée de philosophie comme manière de vivre et aux exercices spirituels le plus souvent. De fait, ça l'a habité depuis les débuts de sa trajectoire sous le motif, on pourrait dire, de la mystique. Hein, dès ses années de jeunesse à l'adolescence, selon ce qu'il nous raconte dans ses entretiens de 2001, il a vécu des expériences mystiques qu'il appelle l'expérience du sentiment océanique. Il y a de très beaux développements là-dessus dans son livre. Et donc, on voit bien que dès le départ, l'idée que la philosophie, ça concerne la vie, la conversion, une certaine forme d'expérience du monde, ça l'habite. Mais il ne s'est pas intéressé tout de suite à la philosophie de l'Antiquité et aux exercices spirituels dont on parle s'agissant de Marc Aurèle et d'autres. Il s'est d'abord intéressé de fait à la philosophie contemporaine. Mm. Euh, Pierre Hadot était un lecteur de Bergson, pour qui la vie la plus concrète avait aussi beaucoup d'importance, et l'expérience mystique également, dans les deux sources de la morale et de la religion. Il s'est intéressé également à Heidegger et plus largement à la pensée existentielle. Il y a une personnalité importante dans l'histoire philosophique française ici, c'est la figure de Jean Val, qui est quelqu'un qui a fait des études importantes sur Kierkegaard et qui parlait pas mal de Heidegger également. Je parle de Jean Val parce que Pierre Hadot, au départ, pensait faire une thèse de doctorat sous sa direction D'accord. qui n'allait pas concerner la philosophie de l'Antiquité, mais bien la pensée de Martin Heidegger et la poésie de Rainer Maria Rilke, un Rilke. grand Mm. poète du début du XXe siècle. Et ça allait s'appeler Heidegger et Rilke, chantres de l'existence. Donc, vous voyez un peu l'horizon existentiel qu'il y avait chez Pierre Hadot au départ, Mm. pas du tout ancré dans la philosophie antique. Mais comme il s'intéressait à la mystique, il s'intéressait aussi, si vous voulez, dans ses loisirs, au néoplatonisme, à Plotin, à ce genre de choses. Et il a voulu approfondir cette affaire-là. Il s'est rendu auprès de Paul Henry, très grand spécialiste de Plotin à l'Institut catholique de Paris. Et il a voulu réaliser une thèse sous la direction de Paul Henry, qui de fait a accepté. Et donc, il a changé d'orientation. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert l'histoire au sens large. Mais il faut le comprendre ça d'abord de la manière la plus concrète. Ce qu'il a découvert, ce sont les instruments de l'histoire et les disciplines indispensables pour faire de l'histoire, de la philosophie et de la pensée antique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la philologie, la Ah, connaissance des d'accord. langues anciennes. Il avait une bonne connaissance déjà du latin et du grec par sa Mm. formation au séminaire de Reims. Il avait une bonne formation en langues anciennes ou humaniste. Mais il a découvert le travail plus spécialisé, si vous voulez, du philologue sur les textes et Mm. notamment sur les manuscrits. Euh,
Et bon, la codicologie, la papyrologie, toutes ces choses très techniques et très difficiles que connaissent les, euh, les philologues. Et je parle d'une conversion à l'histoire parce que de la manière dont lui le présente, ça a complètement chamboulé sa vision des choses. Il n'avait pas encore pris acte de la distance qui nous sépare des auteurs du passé. Ah, d'accord, je comprends. Oui, 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 d'accord. C'est pour ça que vous parlez de conversion à l'histoire. Hmm. C'est un véritable renouvellement du regard pour lui. Autrefois, quand il lisait un texte ancien de Plotin dans ses loisirs, si vous voulez, ou d'Augustin, même en ce qui concerne les textes chrétiens, car il a lu beaucoup de patristiques latines et grecques également, il le lisait naïvement, comme tout un chacun ouvre le livre, Hmm. le lit sans prévention et pense que ça le concerne directement. Il n'avait pas pris acte du fait que cet écrivain n'écrivait pas pour lui, déjà, et ensuite que le texte qu'il avait devant les yeux était le résultat d'un travail savant extrêmement pointu. Hmm, d'accord. Mais c'est C'est vrai que quand vous parlez là de philologie et de toutes les disciplines, les langues anciennes, c'est vrai que euh, en fait, c'est très difficile de comprendre des textes anciens sans comprendre le contexte de ces textes, sans comprendre potentiellement comment est-ce qu'ils vivaient à l'époque, comment est-ce qu'ils pensaient à l'époque, c'était quoi leur environnement mental en fait. Et c'est vrai c'est que ça. quand on comprend, comme vous le dites là, que en fait c'est une très grande importance de connaître ça pour vraiment comprendre ces textes anciens. C'est ouais, bah, ça ouvre les yeux, c'est vrai. Voilà, donc le point qu'il va faire au fond, c'est que par la suite, hein, dans sa pensée plus mature, c'est qu'on peut comprendre les textes sans savoir toutes ces choses, mais en réalité, on pense qu'on les comprend. On ne les comprend pas véritablement. Mmh. On en a une compréhension qui est nécessairement erronée. Non pas qu'une fois qu'on a fait ce travail, notre compréhension est parfaite, mais elle est meilleure, si vous voulez. Mmh. Elle s'approche plus de l'intention Ouais. qui était celle de l'auteur Sans ancien. ce travail, ce n'est pas vraiment possible de comprendre ces textes-là. En fait, c'est juste, c'est trop distant. C'est 2000 ans, 2500 ans entre Voilà, nous et ces voilà, auteurs. Il y a eu bah, c'est ça. énormément de choses qui se sont passées depuis en termes de science, en termes de compréhension du monde, de l'univers. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très, très difficile de lire ces textes. D'ailleurs, vous pointez du doigt dans votre livre l'obscurité ou l'incohérence apparente des textes antiques. Comment est-ce Oui. qu'on doit comprendre ça? Alors ça a été la porte d'entrée de Pierre Hadot pour véritablement prendre conscience de cette distance historique dont je parle, de l'altérité hein, des textes anciens, du fait qu'ils sont autres que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est un problème classique pour les historiens de la philosophie. Aussitôt que vous travaillez de manière un peu savante des textes de philosophie antique, c'est-à-dire vous essayez de comprendre la doctrine qu'il y a derrière ce texte. Essentiellement, c'est ce qu'on fait le plus souvent en histoire de la philosophie. Quelle est la pensée hein, qu'essaie de nous exposer l'auteur? Aussitôt que vous faites ça, vous vous retrouvez devant des problèmes euh, que vous ne retrouveriez pas si vous lisiez des auteurs contemporains ou modernes. Et les problèmes ont à voir effectivement avec la cohérence du texte. Un exemple classique, c'est la métaphysique d'Aristote. Hein. Mhm. Vous lisez le texte de la métaphysique d'Aristote. Dans le livre revient souvent la question de la nature de la toute première des sciences, qu'on comprend d'après l'intitulé du livre, celui qui a été apposé à ce livre, Métaphysique, qu'il s'agit de la métaphysique. Et donc, d'un livre à l'autre, vous essayez de comprendre ce que c'est que cette métaphysique, et la réponse n'est pas la même en réalité. Il y a Mhm. plusieurs réponses dans la métaphysique d'Aristote à la question qu'est-ce que la métaphysique? Est-ce que c'est une certaine science des causes et des principes premiers, comme le dit le premier livre de la métaphysique d'Aristote, ou est-ce que c'est la science de l'être en tant qu'être, comme on le dit un peu plus loin, et ainsi de suite? Et vous êtes continuellement en train d'essayer euh, de mettre ensemble des thèses ou des formules qui, en fait, s'accordent assez mal les unes avec les autres.
Et donc, Pierre Hadot, comme tout historien, a été mis face à ce problème de l'incohérence apparente des philosophes de l'Antiquité. Et il nous dit dans ses entretiens, ça c'était le point de départ de mon travail véritablement, ce point-là en particulier, il nous dit dans les entretiens que c'est en essayant de répondre ou de trouver une solution à ce problème qu'il a forgé l'idée que la philosophie antique était un mode de vie et que les textes anciens, en réalité, constituaient des exercices spirituels. Donc, c'est D'accord. très fort ici le lien entre la question de l'interprétation qui m'intéresse et l'idée de mode de vie qui pourtant semble traverser toute l'œuvre de Pierre Hadot. C'est un intérêt qu'il a par ailleurs à titre personnel, mais sur le plan intellectuel, le moment où il arrive à le formuler, c'est au moment de répondre à cette question de l'incohérence apparente des philosophes de l'Antiquité. Et pour le dire en quelques mots, sa thèse qu'on trouve dans l'article Jeux de langage et philosophie en 1962, qui est un article qui parle de Wittgenstein en réalité, qui applique la pensée de Wittgenstein à l'histoire de la philosophie antique. Sa thèse, c'est qu'il faut bien prendre en compte que les textes que nous avons sont en fait ancrés dans des pratiques de l'oralité et qui constituent chaque fois un discours concret. Donc, quand vous lisez la métaphysique d'Aristote, pour reprendre cet exemple, nous, on lit un ouvrage, si vous voulez, de plusieurs centaines de pages, je ne sais pas combien de pages ça peut avoir dans les éditions modernes, mais en fait, c'est un ensemble de livres qui sont indépendants les uns des autres et dont chacun constitue un discours concret, un cours, très probablement, donné dans l'école d'Aristote, et dont la visée n'est pas uniquement d'informer, pour prendre la fameuse formule de Victor Goldschmidt que reprend souvent Pierre Hadot, n'est pas uniquement d'informer au sujet d'une certaine doctrine, mais également de former ici les étudiants de manière très concrète à une certaine manière de réfléchir aux choses ou d'aborder et de voir le monde. C'est en cela que ça constitue un exercice spirituel. C'est ce que ça veut dire au départ. Il s'agit de former l'auditeur à la philosophie. On peut le voir simplement à travers le prisme de l'école. Nous sommes dans une école de philosophie et le maître forme ses disciples à la philosophie. Il n'est pas en train de nous exposer un système philosophique dans un traité. Il est en train de s'occuper des étudiants qu'il a devant lui dans une situation parfaitement concrète et tangible. Et d'ailleurs, cette, Voilà. cette vision, j'ai une question d'ailleurs sur cette systématisation ou cette manière de voir la philosophie comme le fait de créer des systèmes, qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui invente des principes ou qui invente des systèmes ou qui invente Oui. euh, pas des idées. Euh, Est-ce que pour des philosophes antiques, c'est cohérent? Je veux dire, est-ce que ça se comprend chez eux comme ça? Il arrive à des philosophes antiques de vouloir faire système. Je pense que cela Mhm, arrive. Euh, je pense que c'est plutôt caractéristique de la philosophie de la fin de l'Antiquité. mhm, En tout cas, en ce qui concerne l'exposé de la philosophie. Parce que quand on parle d'exercice spirituel au sens où l'entend Pierre Hadot, il s'agit du discours philosophique. Donc, d'accord. est-ce que Aristote ou Platon avaient un système philosophique qu'on puisse recréer? Moi, j'ai tendance à penser que probablement le travail des historiens de D'accord. la philosophie sur ce plan-là, Pierre Hadot pense que non, hein. Il a tendance à penser que Mhm, la philosophie n'est pas du tout systématique, parce que le fond de l'affaire est une expérience qui ne peut pas être dite, hein. Il y a toujours ce motif mystique très mhm, fort chez je Pierre vois. Hadot, mais tous les philosophes antiques ne sont pas aussi mystiques que Pierre Hadot lui-même l'est, Mhm, je pense. Et donc, on peut soutenir que Aristote avait probablement un système, ou peut-être en a eu plusieurs, hein, un système quand il mhm, était plus jeune, un autre quand il était plus âgé ou dans ses années de maturité. Mais il reste que ces textes ne visent pas à nous je vois. exposer le système en tant que tel. Et Mhm, là-dessus, la thèse de Pierre Hadot est très forte. Mais quand vous arrivez à la fin de l'Antiquité,
Il y a une tendance à la systématicité, je pense, beaucoup plus forte dans Mmh. l'exégèse, de fait, dans l'interprétation de Platon. Il s'agit d'interpréter Platon d'une Ouais. manière qui soit parfaitement Chez les cohérente. néoplatoniciens, par Chez les exemple. Mmh. néoplatoniciens en particulier, on trouve déjà ça chez Plotin, une tendance à une Ouais. interprétation systématique de Platon. Et puis, le un texte exemplaire de l'exposé d'un système à la fin de l'Antiquité serait les éléments de théologie de Proclus, Mmh mh. qui s'appellent des éléments en pensant aux éléments d'Euclide, n'est-ce pas? D'accord. Qui est le modèle même en géométrie Ouais, de l'exposé systématique, où d'accord. vraiment vous Mmh. présentez les Ouais. choses point par point, où l'exposé doit être parfaitement Mmh. cohérent, les choses doivent couler de source. C'est de là que vient, je pense, l'idée de systématicité, hein, de cet Mmh. exposé géométrique d'Euclide. Et dans la Mmh. modernité, on Mmh. reprendra surtout ce modèle. D'accord, je vois. Ouais, bah, parce que c'est vrai que dans le stoïcisme aussi, on peut, voir que, bah, la vision stoïcienne du monde est, un peu systématique. C'est que ça tout découle de tout et tout a un lien avec tout. Mais dans les textes directement, lorsqu'on lit, bah, que ce soit Épictète ou Sénèque dans les Lettres à Lucilius ou Marc Aurèle évidemment dans les Méditations, bah, c'est pas forcément qu'une exposition de système, c'est aussi, enfin, ça cherche un effet. Ça cherche, à faire Exactement, un effet, chez l'auditeur. Bah, chez Marc Aurèle, c'est lui-même, mais pour chez, exact. Sénèque, chez Lucilius et bah, évidemment Épictète était prof, donc bah, chez tous ceux qui étaient là pour, écouter ses cours. Oui, d'une Heu, certaine manière, les philosophes de l'Antiquité sont toujours en train d'enseigner. d'accord, ouais. Ouais, il On y a pas pourrait de le voir position de comme ça. chercheur, oui, il y avait pas de, Ils on va dire, enseignent à ceux qui sont ouais, devant eux, c'est ils ça. s'enseignent à eux-mêmes d'une certaine manière, hein, ils Mmh. essaient de se transformer eux-mêmes dans Je le cas vois. de Marc Aurèle, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on sait, pour le dire ainsi, et donc on doit essayer de se former soi-même également. Et même l'exposé systématique peut être compris comme une forme d'enseignement, parce que Mmh. ça a une force pour la mémorisation de présenter les choses C'est de vrai, manière systématique. C'est pas d'accord. uniquement satisfaisant d'un point de vue logique et pour la persuasion, Mmh mh. c'est aussi efficace pour intégrer une pensée. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut comprendre l'usage de l'exposé systématique chez certains D'accord, je vois. philosophes antique, mais vous avez raison, il y a une forme de système, stoïcien où il y en a plusieurs selon les Oui, périodes et c'est le je travail vois. des historiens de la philosophie, Mmh. antique de justement, à travers la difficulté des textes, d'essayer de dégager, ces systèmes. Seulement pour Pierre Hadot, c'est secondaire. Ce qui est Je vois. principal, c'est D'abord l'idée de c formation. D'accord, je vois. Donc, pour revenir à notre question de l'interprétation des textes, comme exercice, comme formation, vous parlez de 2 types d'interprétation. D'abord l'allégorique, puis la scientifique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de c'est quoi l'interprétation allégorique des textes et comment est-ce qu'elle peut nous être utile, par exemple? Oui, en effet, c'est l'intitulé de 2 chapitres, de Mmh. mon livre. Donc d'un côté, l'interprétation allégorique, de l'autre côté, l'interprétation scientifique, parce que ce sont un peu les 2 pôles à travers lesquels Pierre Hadot pense, l'interprétation. Il s'est d'abord intéressé à l'interprétation plutôt de type allégorique ou imagée et ensuite, il a plus insisté sur la dimension scientifique et objective de l'interprétation. Mmh. L'interprétation allégorique, c'est d'abord une pratique exégétique antique en philosophie, mais aussi dans le christianisme et même dans le Ouais, judaïsme avec dans Philon l'islam, évidemment. d'Alexandrie, Mmh. etc. Exactement. Mmh. Donc, Pierre Hadot en parle dans un article important, une conférence d'abord donnée en 1968 qui s'appelle Philosophie, exégèse et contresens. C'est un texte qui est très connu des historiens de la philosophie de la fin de l'Antiquité à cause de cette notion de contresens. C'est là que Hadot a mis en avant l'idée de contresens créateur. Donc, ce Mmh. qu'il nous dit dans ce texte, c'est que à un certain moment de l'histoire de la philosophie antique, le lien historique heu, entre, maître et disciple au sein de l'école, s'est rompu
Et on en est venu à interpréter les textes du fondateur plutôt que de transmettre oralement la philosophie, n'est-ce pas? La philosophie est Mhm. devenue exégétique. Il va le Mhm. dire dans des textes plus tardifs, le moment marquant, c'est la conquête d'Athènes et la destruction d'Athènes par le général romain Sylla au 1er siècle avant notre ère. Il a détruit les écoles de philosophie. Matériellement, il n'était plus là. Et donc, il restait les textes, pour dire D'accord. ainsi. Et donc, une fois qu'on n'a que les textes, il y a évidemment un écart, il y a déjà une distance historique, même dans l'Antiquité, Oui, entre, entre ouais, voilà, ceux entre qui ont l'état de la écrit Zénon philosophie, et oui, Platon voilà, et les exactement. Romains qui sont 500 ans plus tard, quelque chose comme ça, c'est ça? Ou- Pour eux, ce sont déjà des anciens, d'une certaine Mhm. façon, hein. Ça fait 500 ans, ça fait vraiment un bout de temps, le monde a beaucoup Ouais. changé, la manière dont on parle de philosophie a changé également, les débats se sont modifiés. Et Mhm. donc, on fait face à ce problème d'interpréter les textes du fondateur de l'école à laquelle on appartient soi-même, Platon, Aristote, Zénon ou autres, d'une manière qui concorde avec l'articulation des questions philosophiques au Mhm. moment où on se trouve soi-même. Et puis les problèmes qui se posent directement à nous, hein, dans le monde dans lequel on vit. Et donc, on va forcer le sens des textes. On va interpréter telle formule ou telle image que l'on trouve chez Platon ou les autres. Euh, on va l'interpréter donc d'une manière qui est différente, en fait, du sens qu'elle avait pour son auteur. Ce qui est le sens élémentaire du mot allégorie en grec, hein, ça vient de allos et de gorein, donc dire Mhm. autre chose. On D'accord. fait dire autre chose au texte. Et il n'avait pas de discipline de philologie, j'imagine à l'époque. Il Il n'y n'avait avait pas pas la une philologie approche. moderne. Mais Oui. il y Il avait y quand même avait. des D'accord. pratiques et des Ah, techniques intéressant. philologiques dans l'Antiquité qu'il ne faut Hmm. pas sous-estimer. Ah, d'accord. Bah, Euh, c'est donc, il passionnant. pouvait y avoir une interprétation prudente des D'accord. textes, mais il y a une critique, si on veut, de Pierre Hadot vis-à-vis l'exégèse allégorique, Mhm. où ceux qui la pratiquent euh, réellement forcent le sens du texte et excèdent ce qui est raisonnablement permis. Hmm. Et il y a tout un paradoxe dans l'approche que Pierre Hadot a de cette affaire d'exégèse allégorique, qui est que d'un côté, il a cette critique. L'exégèse allégorique, c'est un contresens, donc il y Hmm. a un sens dans le texte, mais les interprètes allégoristes vont à l'encontre de ce texte, ce qui ne D'accord. devrait pas être permis encore une fois, mais en même temps, il appelle ce contresens un contresens créateur. Que ça Et amène par là, de nouvelles idées, ça enrichit cette école qui n'avait potentiellement pas ces idées-là au départ. Je voilà, par vois. là, il reconnaît le génie de l'interprète, d'une Ah certaine oui. manière, ou le geste de liberté qu'il pose dans Mhm. l'interprétation. Et donc, il y a les innovations peuvent tout à fait être heureuses. Et il nous dit dans ce texte, Philosophie, exégèse et contresens, pendant des siècles et des siècles, c'est ainsi qu'a progressé la philosophie. Elle a Mhm. progressé de manière exégétique en Ouais. formulant des contresens, mais qui en même temps étaient créateurs. Et donc, il y a une espèce d'ambivalence de Pierre Hadot par rapport à ce phénomène. D'un Mhm. certain point de vue, il est critiquable, et d'un autre point de vue, il est indispensable. Voyez? D'accord, je vois, je vois. C'est vrai que on voit beaucoup dans beaucoup de philosophes qu'on peut lire à travers de l'histoire, on voit à quel point en fait ils se réfèrent à d'anciens philosophes et c'est comme si un livre pouvait être un commentaire d'un autre philosophe et mais en même temps c'est pas forcément ce qu'a voulu forcément dire cet auteur. Bah, par exemple, alors, un exemple que j'ai en tête, c'est Averroès de Norostos. C'est Mhm. enfin, on l'appelle le commentateur parce que en fait, il a commenté Aristote abondamment et toute son œuvre, c'est quasiment le commentaire d'Aristote. Mais en même temps, c'était pas juste le commentaire d'Aristote, c'était dans une époque, dans voilà, l'Andalousie musulmane, avec euh, tout un environnement qui faisait que c'était pas juste une répétition d'Aristote, c'était de l'Aristote un peu, enfin, pas musulman, mais on va dire voilà, dans un contexte musulman. Et c'est fascinant, c'est créateur. C'est Voilà. créateur. Il interprète Aristote, mais en fait, il fait du Averroès.
Oui, Voilà. c'est De la ça, même manière que exactement, ouais. Plotin interprète Platon, mais en fait, il fait du Mais c'est Plotin. Il est en train Plotin, de oui, c'est réformer ça. complètement le platonisme. Mais C'est pour vrai. lui, il est en train de dire ce que dit Platon. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Je vois. D'accord, C'est très tout à bien. fait ça. Et bah, c'est fascinant, c'est fascinant. Et après, du coup, on peut aller parler d'une autre interprétation qui est plus scientifique des textes, c'est ça? Oui, alors vous voyez que déjà, quand Pierre Hadot parle d'interprétation de type allégorique, Mm. avec l'élément critique qu'il met en avant en disant il y a contresens, il pointe vers une autre forme d'interprétation. Il Mm. y a une forme d'interprétation dans laquelle on ne va pas à contresens du texte, mais plutôt on s'efforce de dévoiler le véritable sens que ce texte a, ce qui présuppose qu'il y en a un. Hein. Il y a des gens Mm. en herméneutique qui ne sont pas d'accord déjà avec ce présupposé, qu'il y a un sens déterminé dans l'intention de l'auteur que l'on pourrait identifier. Mais Pierre Hadot est de ceux qui pensent que cela existe. Il y a une intention de l'auteur. D'abord, il y a un auteur. Mhm. Ensuite, il y a une intention de l'auteur. Et ensuite, cette intention de l'auteur est identifiable. Mm. Et c'est une posture forte que prend Pierre Hadot durant une période à partir de la fin des années 60, des années 70, 80, où on a beaucoup proclamé la mort de l'auteur, n'est-ce Mm. pas? Et le fait que justement l'intention de l'auteur était quelque chose qu'il était vain d'essayer de retrouver. Mhm. Et donc, quand vous lisez dans l'avant-propos de la Citadelle intérieure, un livre que vos auditeurs connaîtront, Ouais. Pierre Hadot, Qu'on trouve aussi par l'introduction aux pensées de Marc Aurèle. Voilà, oui, ou parfois on trouve Introduction aux ce pensées de Marc titre, Aurèle, voilà, non, tout à fait. Citadelle intérieure, c'est titre historique. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Introduction au passé de Marc Aurèle était le sous-titre, c'est devenu le Ouais, titre c'est devenu le dans, titre dans aujourd'hui. Ouais. l'édition de poche. Mais donc, dans l'avant-propos de ce livre, on trouve un Pierre Hadot qui dénonce ceux qui cherchent le non-dit de l'auteur plutôt que de chercher ce que l'auteur a dit. Eh bien, quand il Mm. fait ça, il est en train de défendre l'interprétation de type scientifique dont je Mm. parle, D'accord. qui n'est rien d'autre que l'interprétation classique telle qu'on la pense en histoire depuis le 19e siècle. Les instruments philologiques dont je parlais au départ, c'est à Mm. ça qu'ils servent. Hein. Ils servent à Mm. traiter À un texte pour l'interprétation rétablir le véritable scientifique. texte originel, et Mhm. puis ensuite essayer de découvrir ce que voulait dire l'auteur au moment où il a produit ce texte, en renversant, si vous voulez, le processus d'énonciation. Quand vous énoncez, vous avez une intention dans votre esprit, et ensuite vous l'exprimez au dehors dans un discours. Le Mm. travail de l'interprète, classiquement, c'est de remonter de ce que vous avez exprimé à l'intention qui se trouvait au départ dans votre esprit. Pierre Hadot pense que c'est le premier travail de l'interprète que de faire cela. Et bien sûr, ça demande une formation, il faut être historien, il faut connaître Ouais. les instruments dont j'ai parlé pour le faire, mais pour lui, dans sa conception de l'interprétation, c'est la première étape de tout effort interprétatif. Il faut Mm. d'abord faire ça pour ensuite pouvoir faire autre chose qui ressemble plus à l'interprétation de type allégorique dont j'ai parlé Mm. à l'instant. D'accord, d'accord. Et donc, enfin, par exemple, est-ce qu'il faut obligatoirement lire les textes dans leur langue originale pour pouvoir les interpréter de manière scientifique? Et non seulement les lire dans leur langue originale, mais comprendre ce que les mots, comment est-ce qu'ils étaient Mhm. interprétés à cette époque-là. Parce que, en fait, il y a beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui qui ont une définition aujourd'hui, mais qui n'étaient pas la définition qui était celle de il y a 200 ans, 300 ans. Alors là, 2000 ans, c'est encore autre chose. Comme la science, par exemple. Il y en a science aujourd'hui, on a une bonne vision de ce que veut dire la science, mais parfois on peut trouver le mot science appliqué à des euh, par exemple, à des textes religieux ou Mhm. alors que c'est pas ça. Ouais. À des formes de D'autres savoir formes qui de, pour nous c'est ne sont ça. pas des sciences. Voilà, c'est ça exactement. Merci. Oui, tout à fait. Alors, la réponse, malheureusement pour nous, est oui. Donc, il faut connaître les langues anciennes D'accord. et connaître leur histoire pour pouvoir interpréter scientifiquement les textes anciens, compétences que Pierre Hadot avait en ce qui Mm. concerne les textes sur lesquels lui-même il a travaillé. Je dis malheureusement, premièrement, parce que
Pierre Hadot lui-même pouvait faire ce travail en ce qui concerne Marc Aurèle ou Marius Victorinus en patristique latine, mais s'il avait voulu le faire en ce qui concerne Averroès, dont on parlait tout à l'heure, il n'aurait pas pu, n'est-ce pas? Et donc, s'il veut comprendre scientifiquement Averroès, il ne peut pas le faire lui-même, c'est ce que ça veut dire. Il doit s'appuyer sur le travail d'autres spécialistes que lui. Comprennent l'arabe, par exemple, et comprennent le sens de la philosophie de cette époque-là, et je vois, d'accord. Et le contexte et toutes ces choses, ça demande l'écriture des des connaissances textes, très c'est ça, étendues. oui. Ouais, je vois, oui. La définition des mots, c'est comme, par exemple, quand je lis un auteur que j'aime beaucoup, Spinoza, qui est très difficile à lire, il parle de substance, enfin voilà, de plein de mots qui sont en fait, c'est pas possible d'interpréter le mot substance comme si alors on la lit dans la première entrée du dictionnaire. Enfin, il veut dire, il y a toute une histoire Oui. au mot substance dans l'histoire de la philosophie, et pour pouvoir comprendre Spinoza, il faut comprendre cette histoire de la philosophie, ce que veut dire le mot substance, enfin, et tout ça, et tout ça. Exactement, exactement. Et tout le contexte, donc Ouais. Spinoza répondant beaucoup à Descartes, par exemple, dans c'est sa vrai. pensée, ayant écrit des textes sur lui au départ, et ça Mm. compte pour sa notion de substance, entre autres choses. C'est vrai, Donc, c'est vrai. voilà, il faut connaître, il faut une foule de connaissances historiques, en fait. Il C'est faut incroyable. beaucoup d'études pour faire une interprétation scientifique des textes, ce qui est tout à fait problématique pour quiconque veut lire les textes des philosophes antiques et en tirer des leçons pour aujourd'hui. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que il ne peut pas le faire tout seul. C'est ce que ça Mm. veut dire. Si on D'accord. suit la réflexion de Pierre Hadot et qu'on en tire les conséquences, si vous voulez, euh, il faut, pour la plupart d'entre nous, hein, s'appuyer sur une forme de médiateur pour pouvoir accéder au texte. Mais c'est pour Mm. ça que Pierre Hadot a écrit des introductions. Voyez? Mm. C'est pour ça que la citadelle intérieure a ce sous-titre, une introduction aux Introduction aux pensées pensées de de Marc Marc Aurèle, Aurèle. d'accord. C'est qu'il essaie de justement nous faire ce travail euh, scientifique alors qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Hein. Il est le Mm. médiateur qui nous permet de surmonter notre ignorance, si vous voulez, et notre manque de compétences pure et simple, en nous amenant à transformer notre regard sur le texte et à prendre en compte la distance historique qui est son problème de départ. D'accord. Et c'est à ça que sert toute la description des exercices qui ont cours dans les pensées de Marc Aurèle dans un livre comme La citadelle intérieure. Donc Pierre Hadot Mm. veut que vous le lisiez lui avant de lire Marc Aurèle, et non pas que vous Mm. alliez lire directement Marc Aurèle. Et si vous allez voir son édition du manuel d'Épictète qu'on trouve au livre de poche, Mhm. vous allez voir que la majeure partie du livre, mais c'est au moins les trois quarts du livre, c'est une introduction au manuel Ouais, d'Épictète. ça. Mm. Et donc, il s'agit de lire cette introduction Introduction. surdéveloppée, pour le dire ainsi, avant d'aller lire le manuel. Alors que le manuel, c'est quelque chose que c'est tout, c'est bref, ça Ouais. semble parfaitement Facile à accessible, lire, ouais. On peut ouvrir une facile à entrée lire. au milieu et ouais. Exactement. Et donc, lui, ce qu'il vous dit, c'est attention, vous croyez que c'est facile à lire, vous pensez que vous comprenez, mais vous ne savez pas ce que vous lisez. Mm. Lisez-moi avant de lire le manuel. Et le travail des historiens de la philosophie, pour lui, reste tout à fait important et capital. Tout le travail scientifique dont ils sont capables et dont ils sont les seuls à détenir les compétences pertinentes, ils doivent aider les autres, si vous voulez, à s'introduire aux grands textes de la philosophie, aux grandes œuvres, pour que eux-mêmes, déjà, ils puissent en tirer profit. Et en fait, ce travail scientifique, ils doivent aussi passer à la seconde étape, qui est d'interpréter les textes de manière pertinente ici et maintenant. Et ils doivent également le permettre à ceux qui vont lire leurs études savantes. C'est ce qui fait qu'il écrit dans un style accessible. Mhm. Hein. Il fait Oui, très grand attention public, de absolument. Ouais. servir de Mhm. médiateur. Il est toujours grand public et savant en même temps, ce qui n'est vraiment pas C'est le vrai, cas de tout tous à les fait. Ouais. historiens de la philosophie. Mm, ah, Il mais, tient effectivement, cet effectivement. équilibre.
Voilà, Ouais, absolument. Et c'est vrai qu'il est assez facile à lire, Pierre Hadot, mais en restant très rigoureux, on va dire, exactement. dans la présentation de la philosophie. Et donc, justement, vous parlez de la citadelle intérieure. Qu'est-ce qu'a apporté Pierre Hadot dans cet ouvrage-là, enfin, dans La citadelle intérieure, Introduction aux pensées de Marc Aurèle? Donc, vous parlez de tous ces exercices spirituels que nos éditeurs connaissent bien, parce qu'on en parle souvent. Mais donc, selon vous, qu'est-ce que c'est que le travail de Pierre Hadot sur Marc Aurèle dans ce livre-là? Alors, ben, indéniablement, d'un point de vue scientifique, la grande découverte de Pierre Hadot en ce qui concerne les pensées de Marc Aurèle concerne leur structure. Mhm. Il a découvert ce qu'il appelle les trois topoi Oui. d'Épictète, tels que reflétés dans les pensées ou dans les écrits pour soi-même de Marc Aurèle. Les trois topoi, c'est-à-dire les trois lieux ou les trois rubriques fondamentales à partir desquelles réfléchit ou s'exerce Marc Aurèle, qu'on trouve d'abord chez Épictète et ensuite chez Marc Aurèle. Il faut comprendre ici que Épictète est la source de Marc Aurèle. Mhm. Marc Aurèle est allé puiser chez Épictète une certaine manière d'aborder la doctrine stoïcienne à travers ces trois rubriques qu'il appelle également, Pierre Hadot, les trois disciplines, hein, la discipline de l'assentiment ou du De jugement, l'action, oui. la Ouais. discipline de Discipline de l'action, l'action et la la discipline discipline du du désir. désir. Donc, le premier concerne plutôt la marche logique de la pensée et l'usage de nos représentations, que certainement vos éditeurs connaissent bien, parce que ça fait partie des exercices tels que Pierre Hadot nous a appris à les comprendre, n'est-ce Absolument, pas? oui. Mhm. Ensuite, la discipline du désir concerne la physique et concerne la nature et la grande distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, qui est fonction du destin qui accourt dans la Mhm. nature. Et la discipline de l'action, elle, concerne notre rapport aux autres hommes, la manière de traiter les autres, d'être bon et bienveillant envers eux, de prendre en compte où ils en sont eux-mêmes dans leur démarche, etc., etc., de ne pas avoir Mhm. des attentes trop grandes vis-à-vis eux également, dans la préméditation des mots, etc., etc. Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qu'on prend pour acquis parce que beaucoup de gens ont lu Pierre Hadot, etc. Et on lit directement les pensées de cette manière-là. Mais c'est une véritable découverte. Avant lui, Mhm. personne n'avait dit ça. Donc, il a utilisé ses instruments d'historien et de philologue pour détecter cette communauté de structures conceptuelles entre Mhm. Épictète dans ses entretiens, d'un côté, et Marc Aurèle dans ses pensées, et c'est une Mhm. véritable clé. Ça vous permet euh, de comprendre que les pensées, ce n'est pas une rhapsodie. Ce n'est pas tout simplement l'épanchement de Marc Aurèle dans son journal intime. Mhm. C'est un effort structuré de Intentionnel, oui, c'est méditation, ça, voilà, ouais, méditation des dogmes du stoïcisme, au fond. Mhm. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans chacune des pensées, Marc Aurèle reprend soit une, soit deux, soit trois de ces rubriques ou disciplines dont nous venons de parler. Et une fois que vous le savez, vous rencontrez ça Vous les partout. voyez, oui, c'est Vous clair. les Oui. voyez, Mhm. littéralement, elles vous sautent aux yeux. Mais avant que Pierre Hadot l'ait découvert, personne ne le voyait. Ouais. D'accord, d'accord, oui, je vois. Donc c'est vraiment Pierre Arnaud a mis en lumière cette structure qui en fait Tout qui à vient fait. d'Épictète, que Marc Aurèle a adoptée et qui était comme si elle était dans sa tête comme avant de d'écrire ou avant de faire cet exercice d'écrire dans son journal de méditation, de penser pour soi-même. Il avait ces trois topoi en tête et lorsqu'il écrivait quelque chose, c'était en étant dans un de ces topoi et ça avait, enfin, son intention, c'était que ça ait un effet sur lui, euh, que ce soit dans la discipline de l'assentiment, la discipline de l'action, la discipline du désir. Exactement, exactement. Et l'idée de topoi ici euh, devrait nous évoquer la notion de mémoire, hein. La topique, c'est un art de la Ah, mémoire, une certaine classification des choses dans notre esprit. Et donc, vous le décrivez très bien. Il a dans sa tête
la doctrine du stoïcisme ordonnée de cette manière, Hmm. ordonnée selon ces trois rubriques. Et donc, il va s'exercer dans l'une ou dans l'autre, ou tour à tour dans les trois, de manière ordonnée et structurée, parce que Hmm. c'est ainsi que la philosophie stoïcienne est imprimée dans sa pensée même. Il l'a Hmm. apprise sous cette forme, ou l'a classée sous cette forme. Je Voilà. vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est fascinant, fascinant. Et donc, bon, évidemment, lorsqu'on ne connaît pas, n'a pas lu Pierre Hadot, lorsqu'on n'est pas spécialiste, on n'a pas de connaissances en philologie, donc on ne lit pas dans la langue première du texte, euh, on va forcément tomber dans des erreurs. Et c'est quoi les Mhm. erreurs que Pierre Hadot pointer du doigt comment est-ce qu'on interprète le stoïcisme aujourd'hui. Euh, Même s'il y a beaucoup d'interprétations du stoïcisme, et je peux vous en parler, c'est quelque chose très, très dans la communauté des gens qui sont intéressés par le stoïcisme aujourd'hui dans le monde. Il y a des interprétations du stoïcisme qui sont exceptionnelles, hein. Ben, Le stoïcisme pour gagner de l'argent, le oui, stoïcisme bien sûr. pour... c'est énorme. Le stoïcisme pour mieux faire du sport, le stoïcisme pour être célèbre, ou je sais pas. Enfin, c'est incroyable. Mais bon. Oui, et il y a de nouvelles interprétations concurrentes de fait que Pierre Hadot ne connaissait pas, hein, qu'il n'avait pas encore vu surgir. Mais lui, il s'occupait des interprétations qui avaient cours en son temps, si vous voulez, Mhm. et l'interprétation dominante, qui était celle d'autres historiens, pas de gens D'accord. incompétents du tout, mais d'autres historiens qui n'avaient simplement pas compris l'élément que lui, il a compris et que je viens Mhm. de décrire. Cette interprétation dominante, c'était une interprétation qu'on pourrait dire psychologique, Hmm. Ah, qui c'est comme Marc justement, Aurèle qui serait un mélancolique qui est ouais, en exactement, c'est le train de fameux, s'épancher, voilà, écrire à la douleur qu'il a pendant la guerre. Et oui, c'est ça voilà. Et c'est pour d'accord. ça qu'il parle autant de la mort, par exemple, Ah pour oui, prendre d'accord. cet exemple paradigmatique. Donc, oui, c'est le Marc Aurèle mélancolique, le Marc Aurèle angoissé. Hmm. Ce sont les pensées comme journal intime. Mais il est Hmm. naturel qu'au 19e siècle, on ait forgé cette hypothèse, puisqu'on est en pleine période romantique Romantique, bien sûr. et que on écrit des journaux intimes. Hmm. D'accord? On en lit, on en écrit, et donc on croit reconnaître Bien ce sûr. que l'on fait soi-même dans ce qu'a fait Marc Aurèle. Et c'est ça le danger, hein, Ouais. de Et l'interprétation. et c'est vrai que quand on lit Marc Aurèle sans avoir les connaissances que nous a apporté Pierre Hadot, on a l'impression que, il est mal. Il y a quelque chose qui Il se va passe pas pas bien. bien dans sa vie, ouais, dans sa vie, oui, c'est Oui, ça. exactement. Et sans doute, il faisait face à des difficultés Sûrement. bien réelles, parce qu'il y a un contexte. Il écrit ça, on pense, vers la fin de sa vie. Il est Ouais, probablement sur la ligne de front dans l'Est ouais. de l'Empire. Il voit des morts tous les jours. Hmm. Mais il n'en reste pas moins que méditer la mort, c'est un exercice En soi, stoïcien oui. tout à Hmm. fait traditionnel. Et la manière dont le mène Marc Aurèle est tout à fait caractéristique de cette tradition. Même Hmm. si après on peut pointer vers certains accents qui sont ceux de Marc Aurèle lui-même, par exemple, Marc Aurèle est un très bon orateur qui utilise les motifs rhétoriques traditionnels grecs et romains d'une manière extrêmement efficace. Il a un talent d'écriture, pour le dire ainsi, hein. Utiliser les moyens rhétoriques dans la méditation, c'est pas seulement Marc Aurèle qui fait ça, ça permet de la rendre efficace et persuasive. Bien sûr. Mais la manière dont il le fait est particulièrement perfectionné, hein. Oui. C'est quelqu'un Bah, qui c'est est beau. extrêmement habile dans le maniement de l'image, ce qui fait qu'il est très agréable à lire, hein. Très agréable à Ce lire. qui Oui, fait c'est que vrai, son c'est texte vrai. a survécu, Hmm. euh, même pour ceux qui ne le voyaient pas comme un exercice philosophique. Oui. C'est un texte agréable à lire, on en tire un profit esthétique, pour le Hmm. dire C'est clair. ainsi. Même les mélancoliques peuvent lire en tant que texte mélancolique et peuvent trouver beaucoup de beauté mélancolique dans ce texte-là, on va dire. Tout à Même fait, si tout à fait. Cette projection fonctionne Ouais. à cause de la qualité des images Hmm. que met en avant Marc Aurèle. Mais ça, c'est la grande erreur
que dénonce D'accord. Pierre Hadot dans La Citadelle intérieure. Donc, si vous lisez dans les derniers chapitres, il parle de Ernest Renan, qui a été le premier en France à Mhm. mettre en avant ce type d'interprétation, et de plusieurs autres interprètes par la suite qui ont eu des interprétations psychologiques ou même par la maladie, voire par les drogues, Ouais. etc. Marc Mhm. Aurèle était-il opiomane et ce genre de Ah oui, c'est choses. vrai qu'il avait une maladie, je sais plus de ce que c'était, et qu'il prenait Il prenait un des médicament, antidouleurs à c'est base ça. d'opium qui était très fort. Ouais, c'est ça pour Donc, calmer il y en cette a qui se disent douleur-là. peut-être qu'il délirait, en fait. Voilà. C'est ça D'accord, un peu la d'accord. thèse. Donc, mais Pierre Hadot dénonce ce type d'interprétation parce qu'elle s'appuie Hmm. toujours sur des éléments textuels qui sont mal compris, mal interprétés. Il démontre que l'interprétation est fautive, qu'il y a derrière un motif rhétorique traditionnel qu'on trouve Hmm. aussi dans d'autres textes ou un motif mythologique. Et là, c'est vraiment tout le travail de Pierre Hadot sur le contexte qui compte ici. Sa connaissance plus large des pratiques littéraires, des thèmes philosophiques et des pratiques philosophiques dans le milieu auquel appartenait Marc Aurèle. C'est pour ça que Pierre Hadot insiste beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas interpréter un texte de philosophie de manière purement conceptuelle et systématique. Hmm. C'est parce qu'il s'y mêle toujours des éléments littéraires, culturels, sociologiques, etc., Hmm. qui n'ont pas à voir avec ce à quoi s'attend l'historien de la philosophie à prime abord. C'est un grand D'accord. défaut des historiens de la philosophie, c'est leur qualité et leurs défauts. Ils sont très experts dans l'histoire des concepts, mais d'un autre côté, ils tendent à oublier les autres dimensions des textes philosophiques anciens qu'ils lisent. Donc c'est quelque D'accord. chose à quoi il faut faire très attention. Et donc, en tant que pour un lecteur moderne, un lecteur néophyte, pas un professionnel, comment est-ce qu'on peut lire et interpréter le texte stoïcien, par exemple, sans tomber dans des erreurs, voilà, quand on lit, que ce soit Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ou d'autres fragments d'autres auteurs, puisque ça, c'est les auteurs principaux qu'on a et qu'on lit le plus souvent dans les textes anciens stoïciens. Oui, alors ça, c'est une question très difficile, parce que c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Mm. C'est qu'au fond, un interprète ou un lecteur qui veut tirer aujourd'hui profit des textes anciens, comme nous invite à le faire Pierre Hadot, qui veut Mhm. pouvoir méditer à son tour les textes, en faire un exercice spirituel utile pour lui ici et maintenant, et non pas en tant qu'il vivrait il y a Mm. 2500 ans. Ce lecteur-là, si on suit la conception de l'interprétation que Pierre Hadot met en avant, il est face à un problème gigantesque. Il faudrait qu'il passe d'abord par une étape d'interprétation objective et historique qui Mm. demande une foule de compétences et de connaissances qu'on ne peut pas exiger de tout un chacun. Et ce travail historique, Pierre Hadot le comprend comme une ascèse. Mm. Ça permet, ce travail-là, de se détacher de nos préjugés, comme on le dit souvent, de nos a priori, de nos préconceptions qu'on va tendre à projeter sur les textes. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ce travail, vous allez trouver dans le texte ce que vous y cherchiez déjà, et non pas ce que le texte a à vous dire véritablement depuis l'horizon qui est le sien, qui n'est pas le vôtre. Et donc, il faut d'abord creuser cet écart historique pour laisser le texte vous parler et qu'il Mm. puisse vous enseigner quoi que ce soit et que vous ne soyez pas pris dans une circularité où, en fait, vous êtes en train de vous persuader vous-même que ce que vous avez toujours pensé est tout à fait véritable et les anciens l'ont pensé aussi. Tendance qu'on peut avoir. Ou alors qu'il faut absolument répudier les textes anciens parce qu'ils sont remplis d'erreurs, qui est la Ah, tendance il y a contraire. une autre Puisqu'il tendance, ne oui, c'est répond vrai. pas à mes attentes, il a tout faux. Mm. Donc, Mm. le travail préalable de l'historien, en ce sens-là, il est vraiment indispensable pour Pierre Hadot. Alors, comment je fais quand je ne suis pas moi-même un expert d'histoire de la philosophie, que je n'ai pas toutes les compétences que lui avait? Eh bien, j'ai aucun autre choix que de m'appuyer sur ceux qui les ont. Donc, si vous êtes dans une communauté de philosophie où il y a une personne plus experte que vous qui guide les autres dans Mm. la lecture, eh ben, cela est un remède. En effet, cette Mm. personne-là peut vous permettre de creuser avec elle l'écart historique en question. Et soit dit en passant, Mm. quand elle le fait, elle est en train de l'approfondir elle-même, cette personne-là. Quand Mm. on enseigne, on pratique aussi la thèse historique au moment même où on enseigne.
parce que les étudiants ou ceux qui nous écoutent ou qui participent avec nous à la discussion exigent de nous des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous permettent d'approfondir. Euh, ou alors on lit des livres, par exemple ceux de Pierre Hadot ou d'autres, qui nous introduisent au texte en question. Il faudrait que les textes nous bousculent un peu. Si les textes nous disent exactement ce à quoi on s'attendait ou ce qu'on voulait entendre, probablement qu'on ne lit pas encore le bon livre, quoi. Et il faut en lire quelques-uns. Il faut les laisser se concurrencer les uns les autres également, n'est-ce pas? Tout ça est important. Mais quand vous commencez à sentir que le texte vous surprend, qu'il vous dit quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas, vous pouvez vous dire que probablement vous êtes sur la bonne voie. Et par ailleurs, rien n'interdit d'aller soi-même aux sources et de lire d'autres textes issus du même contexte. Je vous donne un exemple. Si vous vous intéressez aux pensées de Marc Aurèle, c'est très bien de lire et approfondir la lecture des pensées, mais pourquoi pas aller lire à côté la correspondance de Marc Aurèle avec Fronton, par exemple. Fronton, qui était son maître de rhétorique dans sa jeunesse, des textes où Marc Aurèle adopte un ton complètement différent que celui qu'il a dans les pensées. C'est la même personne, et pourtant, ça n'a pas l'air d'être la même personne. Ben ça, déjà, ça vous enseigne quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris quand vous avez lu les pensées, si ça vous surprend complètement de lire la correspondance avec En Fronton. plus, j'imagine que ça doit être écrit dans une autre langue, parce que les pensées ont été écrites en grec, c'est ça? Parce que c'était Et l'exercice plutôt était en en latin. grec, alors que les lettres, il a dû les écrire en latin, j'imagine, qui était la langue pratiquée à cette époque. Oui, Fronton et lui, à ma connaissance, écrivent en effet en latin, mais à vérifier, je n'ai pas traduit moi-même D'accord. ces textes. Euh, mais l'important, c'est que on aille lire d'autres choses issues du même contexte. Ici, on est chez le même auteur, Hmm. mais ailleurs chez le même auteur. Hmm. Mais on peut aller lire Hélius Aristide, qui est de la même époque, un grand D'accord. orateur de l'époque, que Marc Aurèle connaissait, n'est-ce pas? Et qui a écrit des hymnes aux dieux Asclépius et autres choses, D'accord. etc. Et de cette manière-là, quadriller, si vous voulez, le contexte et se laisser déplacer chaque fois dans sa perception des choses. Et puis Hmm. pourquoi pas aller s'initier aux langues anciennes et continuer le processus, si on en a le temps, le loisir, Oui, etc. ouais, il y en a qui Plus le on font fait à l'association. Il y en a qui s'intéressent au grec antique pour mieux lire les textes anciens. C'est le cas. Voilà, tout à fait. Je veux dire, on y est en quelque sorte invité au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Hmm. Comme là, je vais essayer d'aller lire la correspondance avec Fronton dans le texte, puisque nous avons eu cette discussion, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, il faut se laisser inviter à entrer là-dedans sans Hmm. craindre de, d'être incompétent ou que sais-je. Les compétences, D'accord. elles s'acquièrent. On est toujours rendu à un certain niveau et puis on peut toujours progresser, pas uniquement en philosophie et Mhm. humainement et moralement, mais aussi dans la connaissance de ces compétences qui nous permettent de mieux philosopher et de mieux Hmm. progresser Ouais, en philosophie. c'est clair, c'est Je un le domaine à comprendrais part. comme ça. Ouais. Je vois, oui, Je c'est le un domaine à comprendrais part. comme Ouais, ça. hein. Il faut comprendre enfin, comment est-ce que ce domaine-là est pratiqué. Et c'est sûr que ça prend. C'est des études, ça prend de l'étude, du temps d'étude en tout cas. Mais pour les gens qui sont passionnés et qui sont intéressés par ce genre par ces textes-là, par ces disciplines-là, c'est une invitation pour Voilà. aller en apprendre plus et les moyens de pouvoir lire mieux ces textes-là. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et enfin, vous parlez de cette formule de patrimoine éthique laissée par les écoles philosophiques antiques. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors ça, c'est au terme de mon livre, de l'effort que j'ai fait Mhm. dans la thèse et maintenant dans le livre, que j'en suis arrivé à comprendre d'une manière un peu différente qu'on ne le fait généralement, l'idée de philosophie comme manière de vivre que met en avant Pierre Hadot. Au fond, la perception qu'on a ou la réception qu'on a faite de la pensée de Pierre Hadot est surtout concentrée sur les philosophies hellénistiques.
Donc, le stoïcisme d'un côté, que vous pratiquez chez Stoa Gallica, l'épicurisme de l'autre. Il y en a d'autres qui s'intéressent plutôt à l'épicurisme ou le remettent au goût du jour, si on veut. C'est tout à fait vrai que dans la trajectoire de Pierre Hadot, il a plutôt commencé avec la patristique et le néoplatonisme, et il a plutôt terminé avec l'épicurisme et le stoïcisme, et surtout le stoïcisme, pour tout dire. Et vous savez que son épouse, Ilse Trautado, était très experte du stoïcisme. Elle a probablement joué un rôle dans cette, il la cite aussi, d'ailleurs. Trajectoire. Il la cite. Elle est une grande experte du stoïcisme, devrais-je dire. Mais si vous lisez Qu'est-ce que la philosophie antique, livre avec lequel vous nous avez dit que vous aviez commencé votre lecture de Pierre Hadot, vous voyez bien qu'en fait, dans ce livre de synthèse, Qu'est-ce que la philosophie antique, il nous parle de toutes les écoles. C'est toute la diversité des écoles philosophiques de l'Antiquité qui l'intéresse. L'école platonicienne, l'école aristotélicienne, les cyniques, les sceptiques et toute cette diversité de modes de vie et d'exercices spirituels qui les accompagnent. Et quand j'ai lu un texte important de Pierre Hadot, j'ai lu et relu un texte important de Pierre Hadot qui est son article Conversion, qui date de la fin des années 60, 1969, si je ne me trompe pas, paru dans l'Encyclopædia Universalis, et que j'ai constaté l'importance qu'il donnait dans ce texte pour la notion de conversion à la dimension politique de la conversion. J'ai cru comprendre qu'il y avait un autre élément, un autre arrière-plan qu'on ne voit pas, qui reste inaperçu généralement pour ce qui est de la diversité des écoles de philosophie. Ce qu'explique Pierre Hadot dans l'article Conversion, c'est que si les philosophes ont cherché à convertir ceux qui étaient au sein de leur école de philosophie par le discours, c'est parce qu'ils avaient une expérience préalable de la potentialité qu'avait le discours pour retourner les âmes des auditeurs. Et cette expérience préalable, c'est l'expérience de la délibération démocratique. Dans l'Assemblée athénienne, quand vous cherchiez à mettre en avant une loi ou que vous étiez en faveur de telle ou telle décision, vous n'aviez pas d'autre moyen pour être victorieux. Vous ne pouviez pas passer par les armes, par l'argent ou que sais-je. Vous deviez passer par la parole. Et donc, on a développé dans ce contexte tout un ensemble d'instruments, qui sont ceux qui sont codifiés ensuite dans la rhétorique, pour arriver à persuader autrui. D'ailleurs, elles peuvent concerner aussi la logique, puisque quand vous avez un argumentaire solide, vous êtes plus convaincant. Donc, logos de l'autre, logique, raison, rhétorique de l'autre, qui joue plutôt sur les passions. Et c'est cet usage de la parole, aux yeux de Pierre Hadot, qui a été transféré dans les écoles philosophiques pour convertir à une certaine vision du monde, une certaine attitude vis-à-vis le monde, un certain mode de vie. Avec la dimension logique qui va prendre plus d'expansion que ce n'est le cas dans l'Assemblée démocratique, mais sans que les éléments rhétoriques soient absents. Ils sont tout à fait présents. Quand vous lisez Platon, il essaie aussi de vous convaincre par les passions, les images, etc., les motifs mythologiques et autres. Tout ça pour dire qu'à partir de cet arrière-plan, on peut tout à fait, et là c'est ma spéculation si vous voulez, à partir de ce que je viens de décrire, on peut tout à fait se représenter la diversité des écoles de philosophie qui sont toutes nées au IVe siècle avant notre ère à Athènes, dans un contexte globalement démocratique. On peut les voir comme des options en ce qui concerne l'attitude ou le mode de vie à adopter vis-à-vis le monde. Des expérimentations d'abord. On s'essaie à tel type de mode de vie. Prenez Épicure dans son jardin, c'est une proposition radicale en ce qui concerne le mode de vie. Il faut se séparer de la cité, aller habiter en communauté d'amis de manière autonome et indépendante, etc. C'est une forme d'expérimentation, au fond. Une forme de laboratoire. Mais on ne peut avoir ce type de liberté d'abord qu'en contexte démocratique,
Quand vous n'êtes pas en contexte démocratique, on ne vous laisse pas faire n'importe quoi comme ça, Ouais. vos propres choix de vie. En contexte démocratique, on vous permet de le faire, mais ensuite, les écoles sont d'une certaine manière en compétition les Mhm. unes avec les autres et élaborent des discours très développés afin de persuader que leur mode de vie est le bon, hein, que c'est celui qui doit être choisi, celui qui détient la vérité, etc., etc., etc. Et Mhm. quand vous vous représentez les choses de cette façon, vous pouvez voir la philosophie comme manière de vivre, je pense, de manière un peu différente, ou la philosophie comme telle, hein, philosophie comme manière de vivre, c'est juste la manière de définir la philosophie chez Pierre Hanot, ou l'héritage de la philosophie antique, pour le dire autrement, d'une manière différente, comme un ensemble d'options en ce qui concerne l'existence, entre lesquelles vous pouvez choisir et auxquelles vous pouvez vous exercer, voire vous pouvez combiner ce qui provient d'une école avec ce qui provient d'une autre, Mhm. là où vous pensez que l'une a raison et l'autre a raison sur tel autre point. Voyez? Mhm. Et c'est ce que je veux dire avec l'idée de patrimoine éthique. Comme ils ont fait Mhm. cette expérimentation dans l'Athènes du IVe siècle avant notre ère et qui nous ont légué tout un discours justifiant chacun des modes de vie en question, ils nous laissent ce patrimoine pour que nous-mêmes, nous puissions évaluer notre mode de vie aujourd'hui. Donc, en fait, toutes les écoles peuvent nous être utiles. Donc, on s'y intéresse, il y a des choses profitables chez toutes ces pratiques. En tout cas, en principe, il peut tout à fait y en avoir. C'est pas exclu Oui. d'emblée. Voilà. Et voir, vous pouvez aller puiser ailleurs dans d'autres traditions et inclure ça dans Oui. votre patrimoine éthique, mais Éthique. toujours en reconnaissant que l'Athènes démocratique, il s'est passé quelque chose là Mhm. sur le plan de l'expérimentation des modes de vie, Mhm. des possibilités d'existence, pour le dire ainsi, qui ne pouvaient pas arriver ailleurs. Dans ce Mhm. contexte démocratique, c'était possible. Eh ben, nous sommes heureux d'avoir ce patrimoine éthique aujourd'hui, en plus de tout le reste qu'on peut trouver dans le reste du monde et où on peut apprendre énormément de choses. Merci beaucoup, Nicolas Comtois, pour ce podcast. C'était très passionnant. Je rappelle votre livre Apprendre à lire l'art de l'interprétation chez Pierre Hadot, qui est disponible et on mettra le lien pour tous ceux qui sont intéressés par le livre. Encore une fois, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.